Elle vient de partout, ils refusent d'aller nulle part. Ensemble, ils vous amènent exactement là où ça fait réfléchir. Brick Villemur. Ça n'a pas fonctionné, les négociations pour l'ACUM. Donc, il va falloir continuer d'espérer, continuer de s'installer autour de la table. La bonne nouvelle, c'est que, il y a quand même encore une entente pour les 10 prochaines années. On en parle avec Louis Hamman, ex-stratège libéral, ex-délégué du Québec à Washington. Bienvenue en studio. Bonjour, Rémi. Est-ce que j'ai bien présenté les choses? C'est-à-dire que pour les 10 prochaines années, l'entente est en vigueur, mais il faut quand même continuer de négocier parce qu'on s'attendait à pouvoir prolonger plus longtemps. Là. Exactement. Je pense que pour l'intérêt des auditeurs, là, c'est important de remettre les choses en contexte rapidement. Là. Cette fameuse date butoir du 1er juillet, il y avait 3 options qui s'offraient aux négociateurs. La première option, c'était de dire on renouvelle l'ACUM telle qu'elle, on ne change rien, puis on part pour un autre 16 ans. 16 ans. Ouais, 16 ans. Ouais. Alors là, les Américains ont dit, nous, ça ne nous intéresse pas, cette affaire-là. Deuxième cas de figure, deuxième option au menu, c'était ce à quoi on est arrivé hier, c'est-à-dire, on ne renouvelle pas pour 16 ans, on conserve néanmoins l'ACUM, mais on va le réviser à chaque année, essentiellement. Et la troisième option, évidemment, qui n'a pas encore été exercée, c'est l'option nucléaire, moi, que j'appelle. C'est-à-dire, si un des 3 pays décide à un moment donné, nous, on en a marre, on s'en va, on déchire l'entente, ciao, bye. Mm-hmm. Alors là, on est dans le cas de figure où, littéralement, à chaque année, on va devoir avoir des négociations pour réviser un peu l'accord. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour la suite, ça? Ça veut dire encore de l'intimidation, des mensonges, de la pression, et tout le reste pour forcer le Canada, année après année, à accepter des positions qui sont complètement inacceptables. On l'a vu avec Donald Trump. Alors, c'est un peu le jour de la marmotte, là. Alors, c'est là-dedans qu'on s'embarque. Moi, écoutez, comprenez-moi bien, là, je pense que c'est une bonne chose qu'on ait pu conserver l'ACUM malgré tout, même si on va devoir le réviser à chaque année. Mais ça, là, Rémi, ça ne règle pas pour autant les énormes problèmes auxquels on fait face actuellement avec les Américains. Ça ne règle pas la question des tarifs sur l'acier, sur l'aluminium, sur le secteur automobile, sur le bois d'œuvre. En passant, le pont Gordie Howe est toujours fermé. Alors, c'est pour ça là, que je vous dis qu'on va rentrer un peu dans un truc rebelote là, de tout ce que l'administration, tout ce qu'on a connu au cours des derniers mois, là, attachez votre ceinture, on va répéter ça pratiquement chaque année, du moins tant et aussi longtemps que l'administration Trump va être à la Maison-Blanche. Oui, c'est ça. Mais en même temps, personne n'est surpris. Là, on s'attendait à ce que les Américains jouent avec ça puis se disent, non, on ne renouvelle pas comme tel. En fait, donc ça reste comme ça, mais on s'attendait finalement à leur réaction. Mais quel est l'objectif, justement, des Américains? Qu'est-ce qu'ils souhaitent, là? C'est quoi leur levier? Ils veulent mettre de la pression sur quoi? Bien, les Américains, on le sait. Hein? Eux, ils veulent... Bien, premièrement, ils sont très, très en rogne contre le Canada du fait que, vous savez, les fameux tarifs qui ont été appliqués à peu près à tous les pays à travers la planète, là, il y a 2 pays qui ont répliqué à ces tarifs-là. Il y a la Chine et il y a le Canada. Alors déjà, on est un peu en mauvaise compagnie aux yeux des Américains pour avoir répliqué pour essentiellement s'être tenu debout devant les Américains. Par ailleurs, les Américains, on le sait, ils n'aiment pas la gestion de l'offre. Ils n'aiment pas que les géants du numérique soient assujettis à de la réglementation au Canada. Alors, il y a toutes sortes de petits trucs comme ça que les Américains veulent mettre la pression sur le Canada pour faire accepter, encore une fois, moi je dis, des concessions complètement inacceptables. Alors, c'est un peu ce que les Américains cherchent. Et eux, à quelque part, puis vous savez, il y a Jared Kushner, qui est le gendre de M. Trump, le mari d'Ivanka Trump, la fille de M. Trump, qui lui a fait longtemps carrière dans l'immobilier. Et lui disait essentiellement, prenez l'analogie là, d'un promoteur immobilier. Quel promoteur immobilier accepterait de signer un bail à un prix X pour les 16 prochaines années? Ça n'avait pas de sens, là. Il faut être en mesure de pouvoir réviser ça régulièrement, si le marché change, de pouvoir augmenter le loyer. Alors, c'est un peu la position et l'approche des Américains là-dedans. Mais on le sait, Donald Trump n'est pas un négociateur ou un partenaire qui est très fiable ou quelqu'un qui est très, très prévisible. Alors, moi, je vous le dis, là, il y a un mot en politique qui est un peu radioactif. Là, on parle souvent du mot en R, récession. Là, on va devoir s'habituer à parler du mot en I,
instabilité et, incertitude. Ça va être beaucoup, beaucoup d'incertitude. Alors, encore une fois, oui, on sauve l'ASEOM, mais on ne règle pas le problème de l'incertitude. Et c'est ça qui fait mal à l'économie canadienne, aux entreprises canadiennes, aux entreprises québécoises. Mais est-ce que ça se peut? Tu sais, des fois, on imagine, puis je pense pas que c'est ton cas, là, mais des fois, on imagine que de l'autre côté de la frontière, c'est un fou qui est là, qui est irrationnel, puis il n'y a rien qui tient dans sa tête. Est-ce que ça se peut qu'il ait quand même un point? C'est-à-dire que c'était pas fair pour eux. Et le 16 ans, le fameux 16 ans, c'est pas réaliste dans un monde qui change énormément de se dire on s'engage pour 16 ans. Est-ce que ça se peut? Est-ce que ça se tient, cette explication-là? Certainement. Moi, je pense que ça se tient. Le problème, encore une fois, c'est quelqu'un qui est tellement imprévisible. Une fois qu'on a dit ça, parfait, t'as un point. Mais après ça, quand tu t'assois avec lui pour négocier des choses, puis dire, OK, parfait, on va repartir sur de nouvelles bases, on va réviser des trucs. Peut-être qu'il y a des trucs qui doivent être mis à jour dans tout ça. Mais encore une fois, vous avez quelqu'un de complètement irrationnel sur tout le reste, là, qui est trop émotif et qui, lui, dans sa tête, part de la prémisse que les États-Unis se font avoir par tout le monde. Oui, mais j'ai l'impression qu'on tourne en rond. Puis j'entends ce que vous dites, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est un peu la haine primaire ou enfin la détestation primaire de Donald Trump, puis on dit qu'il est irrationnel. Puis ça, en fait, je trouve que ça commence à être pas mal prévisible, sa façon de négocier. Il lance, comme on dit, une bombe, il va avec quelque chose de gros, finalement, il recule, finalement, on jase un peu, puis on étire le temps. Il n'est pas si irrationnel que ça, là. Je trouve que c'est un peu facile de revenir toujours avec ça. Est-ce que, quelque part, c'est que nous, on n'arrive pas à protéger nos intérêts au Canada? Bien, moi, je suis un peu d'accord avec ça, surtout que, bon, vous savez, là, à chaque fois que Donald Trump dit quelque chose de complètement à l'ouest, M. Carney a commencé à prendre l'habitude de ne pas répondre à chaque crise de Donald Trump. Le problème, c'est que M. Carney, lui, répond en faisant des concessions constamment aux États-Unis. Alors, écoutez, moi, je suis d'accord du fait que Donald Trump, moi, j'ai jamais pensé que c'était un fou. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont sous-estimé et c'est la raison pour laquelle il est de retour à la Maison-Blanche, par ailleurs. Mais cela dit, c'est vraiment un autre type quand on a à négocier avec lui. Et vous savez, avec les révisions, parce que là, ce qui va se passer probablement, là, l'ASEOM va rester, mais on va avoir un paquet d'ententes parallèles qui vont venir s'ajouter. Et le problème avec Donald Trump, c'est quand tu fais un deal avec lui, tu serres la main, correct. Le lendemain, tu ne sais pas si le deal tient toujours. Vous pouvez en parler à la Grande-Bretagne, vous pouvez en parler au Japon, vous pouvez en parler à la France, à l'Union européenne. C'est quelqu'un qui ne tient pas nécessairement sa parole. Encore une fois, quelqu'un qui est peut-être pas irrationnel ou fou, mais il y a un peu de difficulté souvent à tenir sa parole ou à dire la vérité. Alors, c'est ça qui rend la chose difficile. C'est quelqu'un de sensible, en tout cas, parce que je veux dire, il est à la tête d'un pays, il gouverne un pays, mais des fois, juste pour des commentaires, des trucs qu'il n'apprécie pas, mais des affaires qui sont de l'ordre presque de l'intime, puis des rapports humains, ben là, il décide de tout remettre en question, alors que ce n'est que sa personnalité qui est affectée par le commentaire en question. Parle-nous de l'annonce de l'oléoduc en Alberta, c'est aujourd'hui, ça? Oui, c'est aujourd'hui. La première ministre de l'Alberta va finalement dévoiler son fameux plan pour un oléoduc vers la côte ouest du Canada. Ça, c'est un projet qui... le fédéral est évidemment à bord. Là. Ils ont signé une entente en novembre dernier, on le sait. C'est un projet qui, éventuellement, va doubler la production de pétrole en Alberta d'ici 2033-34, je crois. Le problème avec ce projet-là, Rémi, c'est qu'il y a encore, même si Mme Smith présente ça, puis ça va être donné au bureau des projets majeurs, puis on va pouvoir contourner toutes sortes, en étant au bureau des projets majeurs, puis accepter, là, on va pouvoir contourner toutes sortes de réglementations environnementales et autres. Ce projet-là, là, c'est loin de la coupe aux lèvres, là. Le tracé est toujours pas défini, puis il est très, très controversé. D'ailleurs, on devrait avoir un peu plus de détails aujourd'hui là-dessus. Toujours pas de promoteur privé. Si c'était un si bon projet, là, comment ça qu'il n'y a pas de compagnie privée qui est intéressée à faire partie de ça? Donc, pas de promoteur privé encore qui a levé la main, puis on nous a déjà averti qu'il n'y en aura pas un aujourd'hui. Il y a toute la question de la capture et de la séquestration du carbone qui doit faire partie de ce deal-là. Les pétrolières sont toujours pas intéressés. Et évidemment, il y a la grande question, est-ce que les peuples autochtones vont accepter un tel projet? Ça, c'est vraiment pas fait. Alors moi, là, encore une fois, M. Carney est quelqu'un qui veut aller vite.
qui veut aller massivement sur des projets comme ça, mais c'est vraiment pas fait. Et autant, moi, Mark Carney, au cours des 15-18 derniers mois, là, qui est premier ministre, c'est quelqu'un qui a des habiletés exceptionnelles à l'international. Il est bon pour aller vendre le Canada, il est bon pour aller chercher des investissements et tout ça. Là, moi, je pense qu'il va devoir opérer un certain pivot, là, plus domestique et plus de visionnaire à gestionnaire. Parce que jusqu'à présent, là, c'est beaucoup une vision, c'est beaucoup le Canada, puis on va transformer l'économie, puis vous allez voir, d'ici 25 ans, on va être une superpuissance. Mais pour la personne là, qui a de la difficulté à payer son loyer à la fin du mois ou aller à l'épicerie à la fin de la semaine, là, c'est bien beau cette grande vision-là, là, mais il va falloir quelque chose de plus concret à court terme. Là. Mm-hmm. Et moi, je pense, et d'autant plus que, bon, on le sait, là, il y a un plébiscite en Alberta qui va avoir lieu au mois d'octobre. Élection québécoise à saveur référendaire également. Alors, c'est pour ça que je dis, là, attendez-vous à un pivot cet été, là, un regard beaucoup plus domestique, et on va passer peut-être d'un visionnaire à un gestionnaire. Mm-hmm. Mais je veux revenir sur cette vision, justement, de Canada, l'énergie. As-tu l'impression quand même que le Canada a besoin d'être une sorte de superpuissance énergétique, doit développer son infrastructure énergétique pour le futur? Tu sais, on a pensé beaucoup à Hormuz, qu'est-ce qui s'est passé? L'indépendance énergétique. Penses-tu quand même que le Canada doit aller plus loin dans cette voie-là? Absolument, et c'est pas moi qui le dis. Il y avait le grand patron de l'Agence internationale de l'énergie qui était de passage ici à Montréal la semaine dernière, Fatih Birol, qui lui a dit, là, écoutez, là, c'est le moment. Là. Le Canada a une chance en or, mais il faut agir rapidement pour développer son infrastructure énergétique. Et encore une fois, don't take it from me, là, prenez pas ça de moi. Allez revoir le communiqué conjoint du G7 qui a été signé il y a à peine 3 semaines, où on nomme spécifiquement le Canada comme solution de rechange à l'instabilité, justement, Hormuz, les pays du Golfe et tout ça, pour que le Canada devienne un fournisseur énergétique, on s'entend beaucoup énergie fossile, mais autres types d'énergie également, mais un partenaire qui va être fiable et qui va être prévisible. Juste une petite question. Tantôt, on avait Nick Payne, puis on se demandait si c'était vraiment un grand succès, Mark Carney à l'international. Tu nous dis c'est un visionnaire, il fait des deals, mais il fait-tu des deals avec les bons pays? Tu sais, des fois, je vois Laos, Cambodge, je me dis, tu sais, c'est quand même pas non plus des grandes puissances, là. Ouais, bien, il ramasse tout ce qu'il peut, là, lui, dans la mesure où, écoute, on a quoi? Notre économie dépend des États-Unis. Là. 75% de nos exportations vont vers les États-Unis. Je l'ai mentionné tout à l'heure, Karima, là, les États-Unis, c'est 350 millions de consommateurs. Alors, si tu veux avoir une solution de rechange à ce marché-là, crois-moi, là, tu ramasses tout ce que tu peux, que ce soit le Laos, le Vietnam, mais aussi la Chine, l'Inde et d'autres pays. Merci, Louis Saman. Allez, bonne journée.